Donc, je vous propose de passer à la table ronde. Le sujet de la table ronde va être comprendre l'adoption des stablecoins en tant que moyen de paiement. Justement, c'est la réponse à toutes ces questions. Nous aurons avec nous Stéphanie Cavosarios, qui est secrétaire générale de la Société Générale Forge, Nadia Domek, CEO de Payinov, Cathy Rosalie, PhD et attorney at law Bird & Bird, Hubert, merci encore de rester avec nous, Hubert, et de nous avoir ouvert cette journée. Rémi Oscan, président de la Fédération française des professionnels de la blockchain, et Delubac, Joël Alexis, qui s'excuse, il est au lit, il est alité, et il s'est excusé de son absence aujourd'hui. Voilà. Nous lui souhaitons un bon rétablissement rapide. Donc, si ça vous convient, après ces keynotes, je pense qu'on a posé le décor, qu'on a posé le problème, les problématiques, et je propose de commencer avec Stéphanie. Stéphanie, tu es avec nous? Tout à fait, en direct. Merci de ta participation avec nous. Bonjour à tous. Ça va être difficile pour moi de te présenter tellement tu as fait des choses dans ta carrière dans l'écosystème, notamment quand tu étais à l'AMF, mais quand tu étais aussi à Binance et actuellement directrice générale de la Société Générale Forge. Je vais peut-être te laisser toi-même mettre en avant ce que tu souhaites mettre en avant dans ta carrière fascinante. Mais tout de suite, la première question à toi. Peux-tu décrire le fonctionnement de ton stablecoin, de votre stablecoin, le nouveau stablecoin euro de Société Générale Forge, et comment il rentre dans ce décor des crypto-paiements? Bonjour à tous. Écoutez, oui, effectivement, je suis ravie de venir vous présenter le fonctionnement d'un vrai stablecoin, en vrai, parce que c'est vrai que vous en avez beaucoup parlé au cours de la première partie de cet événement. Alors, comme vous le savez, donc Société Générale Forge, c'est une entreprise, une filiale de Société Générale qui a 5 ans. Qui a commencé à travailler sur des projets de tokenisation obligataire, donc des émissions d'obligations sur la blockchain. Et au bout d'un moment, on se heurte à la partie cash. Donc une fois qu'on a tokenisé la partie titre, on se dit comment est-ce qu'on va tokeniser la partie cash. Donc là, c'est le cadre, enfin c'est le cadre des réflexions dans France Payment Forum. Aujourd'hui, il y a plusieurs pistes de développement du cash tokenisé. Donc là, je parle vraiment de la monnaie fiat, des monnaies qui ont cours légal. Il y a les monnaies numériques de banque centrale, il y a les dépôts commerciaux tokenisés et il y a les stablecoins. Aujourd'hui, ce qui est vraiment live, ce qui fonctionne dans le marché, c'est essentiellement les stablecoins et c'est pour cette raison que Société Générale Forge a souhaité émettre un tel actif de règlement. Et donc, le stablecoin euro qu'on émet, c'est l'euro convertible, euro CV. Alors, pour l'émission de ce stablecoin, on était parmi les premiers à obtenir l'agrément MiCA en juillet dernier, donc juste après l'entrée en application de MiCA pour la partie stablecoin. Et donc, ce stablecoin est régulé conformément aux nouvelles normes de l'Union européenne sur ces émissions. Donc, ça apporte un certain nombre de protections. Le fait que la réserve est investie pour partie en cash, ce genre de choses, on pourrait y revenir. L'EuroCV, comment ça fonctionne? C'est très simple. Alors, nous, on interagit avec des contreparties professionnelles, donc des plateformes d'échange, des brokers, des market makers, qui sont onboardés chez SG Forge et qui peuvent avoir accès directement à la liquidité. Donc, elles remettent du fiat dans un compte de réserve qui est détenu à la Société Générale, dans une banque du coup Tier 1 avec une qualité de signature qui n'existe ailleurs, qui n'existe pas sur le marché. Et en échange de ça, Société Générale Forge émet de l'EuroCV vis-à-vis de cette clientèle. Et ensuite, ces clients peuvent... Alors là, il y a un écho. Oui, il y a un écho. Attendez, je vais couper tous les micros et je te laisse réouvrir ton micro, Stéphanie. Mute all. Tu peux réouvrir ton micro. C'est peut-être mieux comme ça. Super. Et donc ensuite, l'EuroCV est librement transférable comme un stablecoin normal auprès de n'importe qui souhaite l'acquérir. Donc à ce stade, nous, on travaille avec des plateformes d'échange, notamment avec Bitstamp. Donc n'importe qui peut aller sur Bitstamp acheter de l'EuroCV. On travaille avec des brokers comme Bitpanda. Donc c'est également le cas. Et on travaille avec des market makers qui sont chargés d'assurer la liquidité et la parité 1 pour 1 sur les marchés, donc avec Wintermute et Flowdesk. Et donc ce système fonctionne comme ça, n'importe qui peut aller sourcer la liquidité auprès de ses partenaires.
La spécificité du stablecoin de Forge, comme je vous disais, c'est la qualité de la contrepartie qui détient la réserve. Le principal risque dans les paiements sur les stablecoins à ce jour, c'est qui détient la réserve. Quand on a vu par le passé les risques de dépeg sur des stablecoins, eh bien souvent l'écart de parité 1 pour 1 entre le stablecoin et la monnaie sous-jacente est dû à des difficultés des banques sous-jacentes qui détiennent la réserve. Donc, c'était le cas avec l'USDC et Silicon Valley Bank. Au moment où il y a eu des difficultés sur Silicon Valley Bank, il y a eu un phénomène de run où finalement sur les marchés, les gens préféraient vendre l'USDC à un prix inférieur à 1 pour 1 pour éviter le risque. Et donc, c'est là où je pense que les banques et puis voilà, les institutions financières peuvent avoir un rôle à jouer. La qualité de la signature de la contrepartie qui, du coup, permet de diminuer le risque pour l'ensemble du marché. Et après, on pourra revenir sur les différentes utilisations et pourquoi est-ce que c'est important dans le secteur financier. Merci beaucoup, Stéphanie. Oh là là, pardon. Merci beaucoup, Stéphanie. Je vais passer la parole maintenant à Cathy. Donc, Cathy, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va la présenter rapidement pour ceux qui ne la connaissent pas. Cathy est docteur en droit avec une thèse sur les paiements électroniques. Bon, elle a plus de 20 ans d'expérience entre France, Belgique et Luxembourg. Je vais laisser se présenter un peu plus en détail. Et la première question à toi, Cathy, c'est aujourd'hui, les démarches par les acteurs e-commerce pour pouvoir accepter des paiements en crypto, ça serait quoi? Donc, comment un commerçant aujourd'hui, quelle démarche doit-il faire pour accepter des paiements en crypto? Bonjour, merci. Donc, Cathy Rosalie Joly. Donc, moi, je suis avocate au sein du cabinet international Bird & Bird. Donc, on intervient sur ces sujets-là. Avant de répondre spécifiquement à cette question, je me permets de rebondir sur ce qui a été évoqué juste avant, sur cette question de est-ce qu'on peut vraiment parler de paiement quand on parle de stablecoin. Donc, on l'a dit, ça a été dit par Hubert, il y a une réglementation qui a été mise en œuvre et je pense qu'il faut bien comprendre que là, on parle d'un stablecoin qui est qualifié d'EMT, d'Electronic Money Token, puisqu'il est adossé sur une devise. D'accord? Et que partant de là, il y a une réglementation spécifique qui vient faire, pour une part, une assimilation avec la monnaie électronique. C'est pour ça que l'émission de ces stablecoins est limitée à des établissements eux-mêmes régulés et autorisés. Donc, les critères dans la réglementation définissent effectivement que ce sont des substituts de pièces et des billets, comme c'est le cas pour la monnaie électronique, et qu'ils peuvent être utilisés en paiement. Donc, la réglementation est venue clarifier et confirmer ce sujet. Donc, ce n'est plus en tant que tel un débat, c'est posé dans la réglementation, ça constitue une créance sur son émetteur. Mais au même titre que la monnaie électronique, plus de 20 ans. Donc, cela étant dit, ce qui a été très illustré dans les interventions précédentes, c'est qu'en fait, en matière de paiement en stablecoin ou en crypto-monnaie, on a deux régimes différents et on a une multitude d'acteurs. C'est ce qu'on indiquait, on ne désintermédie pas, on rajoute de l'intermédiation, puisqu'on va avoir plus d'intermédiaires, mais qui vont rapporter des briques technologiques, des savoir-faire sur ces domaines qui sont très complexes, qui vont à la fin fluidifier la chaîne. Et donc la difficulté, c'est que lorsqu'un marchand veut accepter des stablecoins, eh bien, il y a un certain nombre de questions à se poser, ou une entreprise, est-ce qu'effectivement, on l'a évoqué, elle veut recevoir directement des stablecoins qu'elle va conserver elle-même, ou est-ce qu'on a une conversion en euros? En fonction, elle ne va pas contractualiser de la même manière et avec les mêmes intervenants, puisqu'en fait, on va avoir potentiellement des statuts complémentaires qui vont trouver à s'appliquer. Ça a été évoqué par Stéphanie également, puisqu'on va avoir besoin de faire du change pour récupérer de l'euro notamment, par exemple, avec certains partenaires. Donc, il y a une réflexion en amont pour savoir réellement comment on va
structurer son acceptation de paiement en stablecoin. Et la première dans cette démarche, la première vérification à faire, c'est effectivement les autorisations. Les autorisations, les agréments qui sont gages de conformité à la réglementation. Et ça, c'est quand même vraiment le premier point, surtout au niveau européen, de s'assurer que vous avez les bons acteurs autour de la table, puisque, on l'a dit, la question de la fiabilité et de la sécurité de la transaction, c'est lié aussi à la garantie des actifs. Donc, à l'intégralité de la chaîne des intervenants qui vont sécuriser, in fine, les fonds. Et ça, c'est contrôlé dans le cadre de MiCA et de la directive monnaie électronique, puisque pour les stablecoins EMT, ce sont les deux réglementations qui trouvent à s'appliquer. On n'aura pas les mêmes garanties si effectivement on opère avec des acteurs qui ne sont pas soumis à ces réglementations-là. Ok Cathy, donc juste pour résumer un peu ce que vous venez de dire, je me mets à la place d'un commerçant, je me mets à la place aussi d'un payeur. Pour le commerçant, il doit s'assurer de la garantie des fonds, de la stabilité de ce stablecoin, voilà, de sa fiabilité. Comparé à l'année d'avant, à 2023, à 2022, nous avons une nouveauté, c'est MiCA. Donc nous avons un cadre réglementaire obligatoire qui s'applique, qui est déjà entré en vigueur, qui permet aux acteurs de se conformer, aux acteurs conformes, de rassurer un commerçant qui souhaite accepter certains stablecoins conformes. Il y a toujours des exceptions, il y a toujours encore Bitcoin un peu, il y a toujours des stablecoins non conformes comme Tether, mais qui ont décidé de se retirer du marché. Mais encore une fois, la différence par rapport aux années d'avant dans l'adoption, c'est qu'on a plus sécurisé l'action pour le commerçant de pouvoir accepter ça en moyen de paiement. C'est plutôt une bonne nouvelle dans ce sens. Là où c'est plutôt une complexité, c'est qu'on rajoute à la chaîne de valeur des intermédiaires supplémentaires dans ce schéma-là. Et donc, il faut aussi prendre ça en compte. Mais est-ce que tu veux rajouter encore un mot sur la démarche pour un e-commerçant pour accepter des cryptos, que ce soit en conservation ou en obligation ou en impôt ou en TVA, etc. Alors, moi, je ne suis pas fiscaliste, donc je ne vais pas me lancer sur ce débat. Par contre, je pense qu'il faut éviter les abus de langage. Accepter du Bitcoin, ce n'est pas la même chose qu'accepter du stablecoin. Ce n'est pas la même réglementation derrière. Quand on parle de MiCA, ça traite différents types de cryptoactifs. Et le stablecoin, comme je viens de le dire, le stablecoin adossé sur une devise, c'est de l'e-money token. Et donc, l'e-money token, ça peut être émis par un établissement de crédit ou par un établissement de monnaie électronique. Pas par un CASP, pas par un prestataire de cryptoactifs. Lui, il va fournir d'autres services. Donc, ça, déjà, en tant que marchand, c'est la première question à se poser. Qu'est-ce que je veux accepter comme type de cryptoactif? En fonction, je ne vais pas contractualiser avec les mêmes partenaires. Et puis, la deuxième, c'est si je veux conserver ces cryptoactifs, est-ce qu'à ce moment-là, je vais ouvrir un wallet auprès d'un CASP, cette fois-ci, d'un prestataire sur cryptoactifs, ou est-ce que je vais lui demander d'effectuer la conversion en euros, en totalité, pour partie? Est-ce que je le fais en amont pour ne pas encaisser dans ma comptabilité et dans mes comptes des cryptoactifs et uniquement recevoir du fiat? C'est toutes ces questions-là qui doivent se poser en amont. C'est clair. Merci Cathy. Du coup, ça fait la transition pour Nadia, donc, qui va plus répondre de façon plus proche des craintes des commerçants. Nadia, je te passe la parole. Tu souhaites que je montre la vidéo d'abord? Oui, peut-être. Ah, oui. voilà. Donc, avant de passer la parole à Nadia, Nadia nous a envoyé ce matin une petite vidéo pour un exemple d'un paiement en crypto avec la solution Payinov que Nadia a fondée. Je partage mon écran rapidement avec vous pour vous la présenter. Vous voyez l'écran apparaître, n'est-ce pas? Cheers. You ain't cheers.
Are you down? Look, you don't know what you started. I'm a burger retarded. I got the German kids from the force. I said the ordeal, you know where it started. Yeah, she wanted up at the gym, pick up the pill, go in the store, shop at the yard, come to my crib, pick up my shirts, pull up my purse, and stick in my drawers. She told me to my baby ball for four. We both must have nut, now leave me alone. But we in Miami, we stay at the Montreal. Merci. Merci beaucoup, Nadia. Donc, je te laisse nous présenter un peu ce qui s'est passé dans cette vidéo et comment toi, tu vois maintenant l'adoption par les commerçants. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie de pouvoir m'exprimer aussi à ce sujet-là parmi tout ce petit monde. Alors, on est quand même 59, hein, il faut bien assurer. Alors, en fait, ça, c'est un client classique qu'on a qui a notre solution et il s'est présenté qui a donc expliqué communiqué sur le fait qu'il prend de la crypto. Donc, il y a eu un utilisateur parmi aussi, qui est un de nos clients aussi, qui s'est présenté et il a donc choisi son repas. Et à partir du moment où il a choisi son repas, c'est le commerçant qui décide de toutes les façons quelle crypto il accepte, que ce soit du stablecoin ou autre chose. Et dans ce cas-là, le client, nous, on a pris le parti de prendre tous les wallets du marché. Comme ça, je viens du monde de la banque donc, ou de la monétique. Donc, j'ai fait exactement comme on fait aujourd'hui sur le bancaire, à savoir, vous avez aujourd'hui n'importe quelle carte bancaire, vous rentrez dans le magasin et vous payez. Et bien moi, c'est pareil. Vous avez n'importe quelle wallet, vous rentrez dans un magasin qui accepte la crypto et il suffit juste de payer. Donc, on génère un QR code, comme vous l'avez vu, par le biais du commerçant qui a notre solution, sur son terminal de paiement, sur son site marchand, sur son téléphone. La solution est prête aujourd'hui, vous pouvez la télécharger sur Apple Store, sur Google Store, voilà. Et ça s'appelle comment, Nadia? Paylico ou Paynov? Paylico, voilà. Non, on l'a rappelé, on l'a rappelé quand même Paynov pour ne pas compliquer un peu les choses. Mais voilà, aujourd'hui, tout le monde peut la télécharger sur le site, donc que ce soit chez Apple ou chez Google ou en direct. Il suffit de vous connecter sur paynov.io et vous pouvez vous inscrire en tant que commerçant et mettre, bien sûr, dans un premier temps, on vous ouvre une possibilité de faire des tests vous-même avec des tests nets en vous inscrivant chez nous, en vous onboardant en tant que commerçant. Et une fois que vous avez finalisé les tests, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait quand même un KYB parce que nous, on est quand même assez réglementé, disons, en tout cas, on tient à la réglementation MiCA aujourd'hui et la réglementation bancaire en général. Donc, vous faites un KYB et vous, donc avec le statut, le CABIS, etc. Et vous êtes inscrit. On vous crée aussi un compte crypto si jamais vous n'en avez pas, hein, avec notre VASP, donc partenaire VASP. On vous crée aussi votre compte bancaire chez notre VASP pour pouvoir aussi transformer la crypto en euros si vous désirez en tant que commerçant accepter la crypto, l'euro aussi. Et à partir de là, ça y est, vous faites partie du marché de la crypto et vous acceptez si vous avez, soit vous communiquez sur les réseaux classiques ou soit tout simplement vous mettez de la vitrophanie sur votre magasin comme aujourd'hui on le fait pour la carte bancaire. Et les clients qui souhaitent rentrer et payer en crypto, ils sont les bienvenus. Et voilà, la solution, elle est vraiment simplissime. Pour le commerçant, Nadia, pour le commerçant, est-ce qu'il doit changer quelque chose sur son terminal de paiement? Est-ce que vous lui fournissez un TPE? Non.
Non, 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 pas du tout. Un terminal de paiement aujourd'hui, tout ce qui est Android, bien sûr, parce que les spéciaux comme Ingenico, anciens ou Verifone, etc., avec leur OS classique, non. Mais par contre, tout ce qui est Android aujourd'hui et iOS, bien sûr, est faisable puisque on a une application où je t'ai dit, on la télécharge depuis n'importe où. On a des partenariats aujourd'hui avec Ingenico notamment pour pouvoir nous intégrer dans les terminaux avec leur TMS. On a donc signé un partenariat ensemble. Voilà. Ensuite, pour le commerçant, ce qui est important aussi, nous, on a pensé aux commerçants de bout en bout. C'est-à-dire un commerçant aujourd'hui, effectivement, s'il souhaite garder de la crypto, eh bien, on lui permet aussi de garder d'un point de vue comptable, puisqu'il va quand même payer sa TVA à l'État, hein, puisque c'est normal. Et dans ce cas-là, il va pouvoir payer sa TVA classiquement avec ce qu'il a aujourd'hui en stock en fiat. Et par contre, on a donc un partenaire avec lequel on travaille, expert comptable, qui lui va gérer donc sa comptabilité. On lui fournit, nous, un fichier d'écriture comptable pour qu'il puisse l'intégrer dans ses comptes et à la fin de l'année, s'il a gardé que de la crypto, de la fin de l'année au bilan, la crypto est considérée comme un actif et donc comme un stock, comme n'importe, et donc du coup, il est valorisé le jour J et rentre dans le chiffre d'affaires du commerçant. Voilà. Très bien. Sinon, on s'appuie aussi, bien sûr, sur pas mal d'autres partenaires pour tout ce qui est, si un commerçant nous demande, par exemple, on a un grand de la place qui nous a demandé de faire du KYT, c'est-à-dire un peu l'autorisation systématique dans notre monde bancaire, eh bien, on le fait aussi. Donc, on a aussi des partenaires qui nous permettent de vérifier la genèse de la transaction sur la wallet, d'où vient cet argent-là et d'où il provient. Et si jamais nous avons le moindre souci, eh bien, figurez-vous qu'on remonte à TRACFIN l'information et nous, on décline la transaction, bien sûr, et on demande un autre moyen de paiement au client. Voilà. Donc, en fait, on essaye d'être le plus proche de ce que je sais faire en bancaire classique. Merci beaucoup Nadia pour pas résumer, mais pour dire ce que moi j'ai retenu comme message essentiel, c'est que les solutions sont en production, les commerçants sont déjà au rendez-vous, on parle maintenant d'un rythme d'adoption au lieu de parler de est-ce qu'un jour on aura une adoption, on parle plutôt d'un rythme d'adoption, on parle que de point de vue réglementaire, de point de vue comptable et de point de vue conformité, les outils sont là et les solutions sont là. Typiquement, tu as parlé du KYT, c'est quelque chose que je fais quand j'audite les exchanges crypto, on s'assure que ils ont du contrôle interne, du contrôle permanent et du contrôle sur chaque transaction douteuse, plus la déclaration à TRACFIN, plus tout le reste. Donc on a tout un socle réglementaire qui permet à tout le monde d'opérer dans un cadre bien clair pour tout le monde, mais qui a un avantage. L'avantage pour le commerçant, c'est qu'il va avoir un panier moyen souvent plus élevé, je dis bien souvent c'est les moyennes, et donc panier moyen plus élevé et de nouveaux clients qui ne venaient pas, qui viennent maintenant parce qu'ils peuvent payer avec leur crypto. Je passe la parole à Hubert. Donc Hubert, tu as vu un peu entre-temps les keynotes et les premières interventions. On a vu quelques questions commentaires sur la souveraineté monétaire. Et est-ce qu'on a le droit d'appeler ça un paiement? Est-ce que ça fait atteinte à la souveraineté monétaire? Est-ce que les stablecoins et les crypto-paiements en général portent atteinte à la souveraineté monétaire? Ça peut paraître un peu loin des préoccupations pratiques qui étaient évoquées, et c'est bien normal, il y a quelques instants. Et pourtant, quand on lit les papiers, je vous ai dit qu'ils étaient nombreux au début, que ce soit du FSB ou des banques centrales diverses et variées, comment dire, ce qui ressort régulièrement, c'est à la fois le potentiel impact sur la stabilité monétaire et, ce qui est une chose différente, sur la souveraineté monétaire. Donc, la stabilité, c'est la stabilité du système financier ou de paiement international. Quant à la souveraineté, c'est la souveraineté d'un État ou d'une région comme l'Union européenne par rapport à sa monnaie. À cet égard, il est intéressant de voir que le fameux règlement MiCA dont on parle tout à l'heure oblige, ce qui est rare que l'Union européenne fasse des prescriptions extraterritoriales, oblige tout acteur qui émet des stablecoins
donc en pratique des Electronic Money Tokens libellés dans une monnaie de l'Union européenne, en pratique l'euro, oblige ces acteurs à être enregistrés et agréés en qualité d'émetteurs d'EMT dans l'Union européenne. Autrement dit, pour être très concret, Tether ne peut pas émettre un stablecoin ou un EMT en euros ou toute autre personne. Et c'est pour ça que Circle, pour prendre cet exemple qui est un acteur américain, a décidé d'avoir un établissement en France, agréé MiCA, pour émettre son stablecoin, son EMT en euros. Donc on a une portée extraterritoriale dont l'objectif est clairement ici le respect de la souveraineté monétaire, pour dire que ne peuvent être admis pour être distribués au sein de l'Union européenne et auprès des consommateurs des stablecoins en euros que les stablecoins qui sont émis par des gens régulés, par des personnes régulées au sein de l'Union européenne. Donc c'est un autre critère que celui qui était évoqué tout à l'heure sur le commerçant dans sa liste des questions qui doit regarder est-ce que j'accepte ou pas tel ou tel type de crypto, de stablecoin ou d'émetteur. Eh bien, effectivement, c'est une garantie supplémentaire, c'est une garantie par rapport aux normes de blanchiment, bien évidemment, mais aussi par rapport aux normes prudentielles sur ces émetteurs. Alors, c'est un autre point aussi, et Stéphanie l'a évoqué sur la qualité des réserves. Je l'ai un peu évoqué dans ma propre intervention. Alors on peut considérer que dès lors qu'on est réglementé en tant qu'émetteur d'Electronic Money Token, de stablecoin régulés en Europe, eh bien, j'allais dire, tous les émetteurs se valent en quelque sorte. En fait, non. De la même manière que c'est pas parce que vous avez le label établissement de paiement, établissement de crédit que vous êtes noté en termes de risque de crédit de la même manière. Eh ben, il n'y a pas de notation encore des émetteurs des EMT, parce que la grille qui est celle généralement utilisée pour la notation du risque de crédit par les agences sont des risques liés au remboursement d'une dette. Mais on pourrait très bien imaginer d'avoir une déclinaison des grilles par Moody's, Standard & Poor's ou autres pour des émetteurs de stablecoin et de EMT en particulier par rapport à leur qualité intrinsèque de manière générale, c'est-à-dire la qualité de la gouvernance, des dirigeants et du processus de fonctionnement de l'établissement, mais la qualité aussi de l'établissement auprès duquel, et là on revient sur la notation de cet établissement qui détient les réserves. J'avais évoqué le cas tout à l'heure de Silicon Valley Bank, qui était tombé en faillite. Bon, Stéphanie évoque la qualité de la signature de Société Générale, mais rien n'impose, nous oblige en Europe, un émetteur DMT, d'aller voir une banque qui soit notée simple A ou double A ou autre. On peut très bien aller voir une banque qui soit notée triple B, du moment qu'elle a le statut d'établissement. Autrement dit, il n'y a pas de contrainte de notation sur la qualité de l'établissement qui détient la réserve, il y a juste la qualité du statut d'établissement de crédit habilité à recevoir ces réserves. Donc ici, c'est important puisque finalement, on s'aperçoit que on peut avoir des situations de manière classique quand vous déposez vos économies dans un compte de dépôt en banque, la qualité du dépôt n'affecte pas le fait que ça soit un dépôt auprès d'un établissement de crédit. Et je m'empresse de préciser que la contrepartie de l'émission de la monnaie électronique n'est pas un dépôt. Ce n'est pas un dépôt au sens juridique du mot. C'est pour ça que ce n'est pas un établissement de crédit. Même si les établissements de crédit peuvent évidemment émettre des EMT à la même manière que les établissements de monnaie électronique, mais la contrepartie de l'émission de la monnaie électronique n'est pas juridiquement qualifiée de dépôt. Il en résulte un certain nombre de conséquences, notamment sur le fait, ça a été évoqué aussi, que les garanties sur les dépôts cash ne s'appliquent pas aux EMT. Donc pas plus que la garantie sur les dépôts titres, bien évidemment. Donc on est dans un monde nouveau. On est tellement dans un monde nouveau que les régulateurs eux-mêmes ne sont pas clairs dans leur tête. Il y a tout un débat depuis avant l'été entre d'une part l'European Banking Authority et puis d'autre part certains régulateurs nationaux
dont la CPR et la Commission européenne, pour savoir si les EMT, les Electronic Money Tokens, donc les stablecoins européens, constituent des fonds au sens de la directive service de paiement. Est-ce que ce sont des fonds, avec toutes les conséquences qu'on doit en tirer, ou est-ce que c'est autre chose que des fonds? Je ne vais pas rentrer dans un débat qui est un peu technique, mais en fait, ça tient à la nature hybride des stablecoins européens, les EMT, puisque ce sont à la fois des cryptoactifs, mais dont une partie de la réglementation sur la monnaie électronique est aussi applicable à eux. Mais ce n'est pas une application cumulative de deux réglementations, c'est une application distributive d'une partie de la réglementation des cryptoactifs et d'une partie de la réglementation de la monnaie électronique. Ce serait pas l'objet de rentrer dans ce détail. En fait, c'est un animal hybride, un EMT, qui est d'abord un cryptoactif, mais aussi de la monnaie électronique, mais qui n'épouse pas toutes les caractéristiques d'un cryptoactif, puisque c'est de la monnaie électronique, sans épouser toutes les caractéristiques de la monnaie électronique, puisque c'est aussi un cryptoactif. Une illustration, la monnaie électronique circule, un EMT est vendu. On fait un achat-vente au point qu'on a une fourchette, acheteur-vendeur, bid and ask, pour Bitstamp, par exemple, si je veux acheter le stablecoin de Société Générale, l'euro convertible, je vais avoir un prix à l'achat et à la vente, bien sûr avec une fourchette très réduite. Mais j'ai un bid et un ask, ça veut dire que j'achète et je vends. Et la monnaie, elle ne circule pas, elle s'achète, elle se vend. Oui, on n'est pas du tout dans la même logique. Pourquoi? Parce qu'un cryptoactif, avant tout, c'est un bien, avant d'être... Donc, ce n'est pas de la monnaie, c'est un bien. Et ce bien, ça s'achète. Et alors, j'en reviens, et je terminerai par là où j'avais commencé, j'allais dire, sur la question... Désolé de faire un peu droit, mais je prends ma casquette, hein. J'en reviens à deux dispositions essentielles du Code civil, le 1343 et le 1342, qui sont pour les non-spécialistes les dispositions sur le paiement, et sont des dispositions importantes parce que ça répond un petit peu aux discussions qu'on avait. L'article 1342 sur le paiement nous dit que le paiement libère le débiteur. Il libère le débiteur à l'égard du créancier, il éteint sa dette. C'est pas moi qui l'ai inventé quand je le dis tout à l'heure. Je n'ai fait que redire ce que dit le 1342. Donc un paiement, ça libère. Mais un paiement, comment j'effectue le paiement? Ben là, je vais voir un peu plus loin, l'article 1343-3 qui nous dit que le paiement s'effectue en euros. Donc, pour qu'il y ait paiement au sens de libérer de la dette, il faut que ce soit en euros. Mais le même article 1343-3 nous dit toutefois, des paiements peuvent être faits en autre monnaie, dans des conditions spécifiques, etc., autre monnaie. Et toute la question, bien sûr, est de savoir c'est quoi les autres monnaies, puisque un crypto et un EMT n'est pas de la monnaie. Mais ça, c'est pour que ça vaille paiement, au sens libérer de la dette. Rien n'empêche contractuellement d'avoir une convention de paiement qui ne vaut pas paiement au sens de 1342, mais qui vaut juste un accord contractuel entre deux personnes pour un paiement, mais pas au sens du Code civil. Désolé d'être un tout petit peu technique, mais c'est important pour savoir de quoi on parle. Donc il y a des pays qui ont interdit l'usage des cryptoactifs comme mode de règlement ou de paiement, y compris entre particuliers. Ce n'est pas le cas du tout chez nous. On a une liberté contractuelle là-dessus qui fait simplement qu'il n'y a pas de reconnaissance de libération de la dette. Voilà. Pardon, hein, j'étais un peu dans tous les sens, mais vous voyez que ça soit ce débat autour de est-ce que c'est des fonds, pas des fonds, est-ce que ça ressort de DSP2 pour tout ou partie, en fait, cette nature hybride est compliquée. Et puis, il y a cette complexité sur l'appréciation du risque de crédit, puisqu'un émetteur de stablecoin, c'est quand même, on a fondamentalement un double risque, un risque sur l'émetteur et un risque sur la banque de cantonnement, entre guillemets, en tout cas dans la banque de réserve. Donc, on a ce double risque. Généralement, quand vous avez analysé un risque de crédit, quand vous êtes face à une dette émise par une banque, vous n'analysez que le risque de l'émetteur. Vous n'allez pas analyser un autre risque. Et si on a ce double risque, il faut bien prendre en compte la qualité intrinsèque de l'émetteur et la qualité de la banque qui garde les réserves et pour lesquelles il n'y a pas aujourd'hui de grille de notation. Merci Michel. Merci Hubert pour cette analyse assez approfondie de point de vue un peu juridique et réglementaire. Je veux juste, moi, essayer de résumer pour m'assurer au moins d'avoir bien compris et de restituer ça à tous nos auditeurs. Donc déjà, je comprends que quand on paye, entre guillemets, avec des moyens comme les stablecoins, peut-être qu'on gagne quelque chose en certaines efficacités, peut-être en réduction de coûts, mais il y a un risque en face qu'il faut être conscient de ce risque.
les fonds derrière les stablecoins, le collatéral, il n'est pas garanti au sens garantie des dépôts des citoyens dans les banques, c'est ce que tu as dit, hein. C'est un risque à prendre en compte, c'est un risque qu'on peut accepter si on a envie, voilà, mais il faut être conscient de ce risque. Deuxième point, le fait de libérer le pouvoir libératoire d'une monnaie, on ne le retrouve pas dans le même sens, on peut le retrouver dans un autre sens, c'est le sens d'un contrat bilatéral libre actuellement en France ou en Europe entre un acheteur et un vendeur, mais il n'est pas libre de toute réglementation, il y a plein de qui vont s'appliquer, mais il y a quand même cette liberté de dire le commerçant a accepté un bitcoin ou a accepté un euro CV, un euro convertible de SG Forge comme moyen de paiement ou comme actif pour libérer d'une dette. Et donc, il y a des risques qu'on est en train de prendre pour gagner peut-être en réduction de coûts, peut-être en efficacité et peut-être en paiement transfrontalier. Si j'ai envie de dire, si je veux envoyer de l'argent en stablecoin dollar à l'étranger, c'est peut-être moins cher de le faire avec un stablecoin, peut-être. Je me permets maintenant de passer la parole à Rémi. Rémi, bonjour, tu es avec nous? Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous, Rémi. Donc, pour rappel, Rémi est spécialiste des actifs digitaux. Il est aussi président de la fédération. Alors, je ne connais pas très bien ce terme, hein, c'est FFPB. Donc, je vais te laisser présenter la fédération pour nous. Mais merci d'être avec nous, Rémi, parce que tu représentes un peu la voix de l'écosystème blockchain en France. Et tout de suite, je te pose la question, ton analyse, ton sentiment et peut-être l'analyse des sentiments aussi de la fédération blockchain sur l'adoption des paiements crypto en France. Je te laisse d'abord présenter un peu la fédération. Quelle est votre vue, votre analyse et sentiments sur l'adoption? Alors, avec plaisir, tout d'abord, laissez-moi partager ma joie de pouvoir contribuer à ces échanges parce qu'effectivement, on a beaucoup de questions, que ce soit de la part des retail, des institutionnels, mais également des autorités de supervision. La FFPB a été créée à l'initiative avec le gouvernement, sous le soutien du gouvernement Macron 1, mais également sous l'impulsion d'entreprises privées, grands groupes et petites et moyennes entreprises. La spécificité de la fédération, c'est d'avoir une approche sectorielle. Ça signifie que l'utilisation de la technologie blockchain aujourd'hui se trouve dans plus d'une vingtaine de secteurs d'activité et bien sûr, bien entendu, le secteur de la finance n'en est pas moins avare puisque c'est le premier secteur d'activité qui a investi le plus massivement dans l'expérimentation d'usage de la technologie blockchain. La FFPB a été associée bien sûr à des initiatives de place nationale ou supranationale et souvent, si vous voulez, l'interlocuteur lorsqu'on a besoin d'avoir un avis différent qui ont été des acteurs en place ou autres. Donc on a réalisé différentes initiatives sur le sujet et ce qui est assez intéressant finalement de pouvoir comprendre, c'est quel est finalement le rythme d'adoption des cryptos en France. Alors tout d'abord, je pense qu'il faut pouvoir distinguer deux choses, ce qu'on appelle les cryptos dites natives qui sont associées nativement à un protocole, à l'image de Bitcoin, à l'image de l'Ether avec son propre protocole, puisqu'ils servent de pouvoir payer avec ces types de crypto pour utiliser le protocole, mais aussi en qualité de récompense de celles et ceux qui viennent sécuriser et valider les transactions en son sein. Et vous avez à côté de là ce qu'on appelle les jetons dits non natifs, puisque au sein d'un protocole blockchain, on ne reconnaît qu'une seule forme technique, ce sont les jetons. Voilà pourquoi l'euro dans sa forme actuelle ne peut pas être échangé via une blockchain, mais bientôt ce sera différent avec l'arrivée de l'euro digital. Donc dans ces cryptos dites non natives, elles ne peuvent exister que parce qu'il existe un smart contract. Donc dans ces cryptos dites non natives, vous trouvez naturellement les stablecoins, notamment émis par des entreprises privées de façon centralisée. On ne va pas rentrer sur les stablecoins décentralisés puisque ce n'est pas vraiment l'objet de la question aujourd'hui. Donc la question qu'il faut se poser, c'est finalement, est-ce qu'aujourd'hui, ça présente des risques nouveaux d'avoir recours à ces stablecoins? On a identifié des risques juridiques, des risques de contrepartie qui sont effectivement différents et nouveaux, mais vous avez également des risques technologiques, puisque le smart contract est au cœur du processus d'émission, de gestion, mais aussi de destruction de ces unités. Et donc, il faut, pour ce faire, effectivement rencontrer un certain nombre de spécialistes qui ont justement la capacité à pouvoir générer du code et que ce code soit en parfaite adéquation avec les dispositions contractuelles qui s'appliquent dans le cadre de la relation contractuelle entre les utilisateurs et les émetteurs, mais également les dispositions réglementaires dont certaines ont été exprimées dans le règlement MiCA. Donc, il y a une nécessité déjà de pouvoir s'assurer qu'il y a une adéquation du code par rapport aux dispositions réglementaires, mais également contractuelles. Donc, pour ce faire, il faut effectivement auditer à la fois le smart contract en lui-même,
mais également le protocole sur lequel il va tourner, être déployé. Ce sont des risques technologiques qui sont nouveaux et pour lesquels justement un certain nombre d'acteurs traditionnels, que vous soyez établissement de crédit ou établissement de paiement, n'ont pas forcément une parfaite maîtrise. Donc ça, c'est vraiment le premier point, je pense, qui est extrêmement important de souligner, c'est la nécessité d'avoir une augmentation de la qualité de l'expertise des développeurs, mais aussi des auditeurs de ces smart contracts. Voilà pourquoi il y a plusieurs initiatives des autorités de supervision, que ce soit l'AMF ou la CPR, qui se posent la question de la nécessité peut-être d'obliger certains acteurs à faire auditer ces smart contracts avec potentiellement l'arrivée potentielle peut-être d'une certification sur ces sujets-là. Alors, ce qu'il faut aussi également se poser comme question, c'est quand on parle d'adoption de crypto-monnaie, finalement, de quoi on parle? On va parler, toute une question finalement de point de vue. Alors aujourd'hui, nous sommes, je pense, sur le territoire national, en possession d'une monnaie émise par une banque centrale, l'euro, qui fonctionne parfaitement. Donc aujourd'hui, dans la mesure où vous avez une monnaie qui est déjà stable et qui fonctionne parfaitement, en qualité de particulier de retail, vous n'avez pas forcément d'intérêt à devoir acheter une crypto pour ensuite faire un paiement et ensuite qu'elle soit convertie en euros. Donc ça rajoute encore des processus encore plus compliqués. Au-delà même de la barrière technologique qui pourrait exister, même s'il suffit juste de scanner un simple QR code comme Nadia nous l'a montré. Donc il y a l'adoption finalement en France, même si aujourd'hui il y a certaines études qui révèlent qu'il y a un appétit de plus en plus important pour les crypto-monnaies, aujourd'hui ne sont pas perçues, ne sont pas utilisées massivement dans le domaine du paiement, quels que soient les effets d'annonce qu'on peut avoir de la part de printemps, de grands groupes ou de petites et moyennes entreprises. Pour une seule et bonne raison, c'est quelle est la perception aujourd'hui de ces cryptoactifs de la part du grand public. Alors, s'agissant de Bitcoin, nous ne le percevons pas comme étant une monnaie, au sens économique du terme, c'est-à-dire les 3 critères qui ont été évoqués par Aristote au 5e siècle avant Jésus-Christ. Pour une simple et bonne raison, c'est que nous avons quelque chose qui fonctionne très bien. Mais aussi, puisque aujourd'hui, celles et ceux qui détiennent du Bitcoin, en l'occurrence, le font car ils considèrent que c'est une nouvelle classe d'actifs d'investissement. Ça n'est pas aujourd'hui une monnaie, en tout cas sur le territoire européen, ça n'est pas perçu comme étant un moyen de pouvoir réaliser des paiements. Et le nombre de paiements est extrêmement faible par rapport au nombre de détenteurs de Bitcoin. Maintenant, si on décide d'évoquer cette situation dans d'autres pays du monde qui, eux, malheureusement, n'ont pas une monnaie qui est assez forte, assez stable et qui ont des problèmes en matière de maîtrise finalement de leur processus de création monétaire. Existe-t-il une opportunité pour les particuliers, les entreprises, de détenir quelque chose qui n'est pas intimement lié finalement à l'évolution de l'économie de leur pays, mais également de la politique monétaire de la banque centrale ou du gouvernement local. Et oui, effectivement, quand vous allez en Argentine, quand vous allez au Venezuela, quand vous allez en Afrique ou dans les pays d'Asie, ça c'est perçu comme un moyen alternatif et c'est la promesse initiale d'ailleurs de Bitcoin, peer-to-peer electronic cash system, de pouvoir vous permettre de préserver la valeur financière ou tout ce qui est justement qui sert d'unité de compte. Donc dans ces régions du monde, oui, effectivement, c'est perçu comme étant un moyen de pouvoir échanger de la valeur entre des acteurs économiques locaux. Maintenant, d'un point de vue international, l'arrivée des stablecoins a finalement mis en évidence une réalité. C'est que la technologie blockchain est une technologie qui est open source. Ça signifie que n'importe quelle entreprise du monde peut décider de l'utiliser pour mettre à disposition un nouveau système monétaire. C'était exactement la proposition de valeur qui avait été faite à l'époque par Facebook, qui est devenu Meta entre-temps, avec le Libra, qui malheureusement n'a pas fonctionné, car il y a eu effectivement une levée de bouclier généralisée et un consensus international de la plupart des gouvernements du monde et des banques centrales, mais également des établissements de crédit, qui consistait à dire vous ne pouvez pas émettre quelque chose qui s'assimile à de la monnaie, car vous n'êtes pas réglementé comme un établissement bancaire. Donc effectivement, ça a été effectivement d'un domaine géopolitique. C'est la géopolitique qui a mis fin à cette initiative. Mais d'un point de vue technologique, il faut rappeler que finalement, toute entreprise du monde a cette capacité à pouvoir le proposer. Donc, par exemple, PayPal s'en est saisi, vous l'avez rappelé, en émettant effectivement son propre stablecoin. Maintenant, je n'en suis pas sûr. Effectivement, il y a un certain nombre de critères d'analyse qu'il faut, de risques, une nouvelle grille finalement d'analyse qu'il faut pouvoir donner à la fois aux utilisateurs de stablecoin, mais également celles et ceux qui voudraient effectivement en avoir et pouvoir gérer effectivement pouvoir mieux gérer son risque. Donc j'ai une intime conviction sur le fait de pouvoir comprendre que
Oui, effectivement, c'est une technologie qui va s'imposer dans le domaine du paiement, compte tenu des caractéristiques que vous avez évoquées, la capacité à pouvoir l'échanger rapidement, moins cher et plus facile que d'autres, que ce qui se fait actuellement. Donc, il y a aussi de savoir quelle est la place finalement de la France et de l'Union européenne dans ce marché des stablecoins. Eh bien, ça dépendra essentiellement de la qualité de la réglementation, mais également de la qualité de la supervision des autorités de supervision, dont l'ACPR est finalement la première autorité qui en sera responsable. Donc, la qualité de cette supervision va dépendre finalement de savoir si nous pouvons créer des mastodontes français dans ce domaine ou si effectivement on n'aura pas de mastodontes en l'occurrence. Donc, la réglementation MiCA, vous l'avez évoqué, mais à l'encontre des émetteurs, que ce soit des EMT ou des ART, des obligations qui sont extrêmement contraignantes et extrêmement importantes, qui fait que, in fine, et c'est une réalité, et je pense qu'il faut avoir ce discours de vérité, que la réglementation MiCA a tout simplement offert la possibilité aux établissements de crédit et établissements de paiement d'avoir une avance significative dans le domaine des stablecoins, mais également en matière de prestations de services sur actifs numériques. Donc, le marché, effectivement, a été confié à ces acteurs historiques de la place. Nous verrons à l'avenir si effectivement ça a été un choix de qualité ou bien au contraire quelque chose qui a empêché l'innovation et potentiellement de créer des mastodontes dans ce secteur d'activité. Seul l'avenir nous le dira. Donc pour nous, finalement, la question elle est très simple, c'est quelle est la place de ces acteurs, qu'ils soient financiers ou non financiers, dans cette industrie. Et également, un autre point qui est important, que vous avez évoqué d'ailleurs juste avant, c'est quel est le traitement comptable et fiscal applicable à celles et ceux, donc les entités qui souhaiteraient accepter les crypto-monnaies comme étant un moyen Pardon, nouveau. Il y a aussi une question sur ce point que je te soumets tout de suite. Est-ce qu'on doit déclarer ces EMT dans les déclarations d'impôt sur les revenus comme compte de réserve de fonds? Voilà, bon, ça rentrait dans la question que tu posais. Exactement. Alors, quel est le traitement comptable et fiscal? Alors, on a l'ANC, effectivement, qui s'est positionné sur ces questions-là dès 2019 et qui a mis à jour, effectivement, le plan comptable général en créant des nouveaux comptes, compte 4, compte 5, compte 6, pour pouvoir favoriser et permettre finalement un traitement comptable et fiscal. Après, maintenant, ce traitement comptable et fiscal va dépendre finalement de plusieurs éléments. Un, c'est la durée de détention par le commerçant et son intention. Est-ce qu'il finalement il a souhaité la conserver sur une durée plus ou moins importante? Quelle est la nature des droits conférés par cette crypto-monnaie, puisque toutes les cryptos ne se valent pas et n'ont pas exactement les mêmes obligations à l'égard de leurs détenteurs. Et donc, c'est ces deux principaux aspects qui vont conditionner le traitement comptable et fiscal. Et oui, et qui vont déclencher, et il faut le regretter, une imposition au titre de l'IS, un titre produit, constaté d'avance ou non. Eh bien ça, je pense que ça va freiner de façon extrêmement importante l'adoption par les commerçants de cette nouvelle classe d'actifs qui, à mon avis, est destinée essentiellement à un certain public, un certain type de tourisme, puisque c'est essentiellement destiné finalement à plus les étrangers que finalement sur le territoire national. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le sentiment sur l'adoption des crypto-monnaies en tant que moyen. Très bien, merci beaucoup Rémi de la présentation un peu de la Fédération française des professionnels de la blockchain. Juste pour résumer ce que moi j'ai réussi à retenir de cet exposé, c'est que tu vois d'un côté la complexité technologique, réglementaire, fiscale pour un commerçant d'adopter les cryptos. D'un côté, tu vois aussi que l'euro, il fonctionne très bien. Nous avons des moyens de paiement très efficients, optimisés, industrialisés et puis matures en Europe. Donc, c'est là où tu vois que peut-être pour notre écosystème, l'intérêt n'est pas équivalent à l'intérêt d'un Nigérien ou Salvadorien commerçant à l'étranger. Juste, je pondère avec, parce que tu parlais, est-ce que dans l'avenir on donnera raison ou tort à avoir assez lourdement ou assez fortement réglementé. En comparaison, simplement aux États-Unis, on a vu qu'eux, ils ont pris du retard sur la réglementation, ils ont laissé leur écosystème se développer. En plus des annonces de Trump de dire qu'il veut que tous les bitcoins soient minés chez lui, les annonces de Stripe qui mettent en place des moyens de paiement en crypto. Donc on voit que le développement est en train de se faire en partie plutôt aux États-Unis que chez nous, mais l'avenir, on nous le dira. Je vais revenir maintenant à Stéphanie. Stéphanie, on a parlé de SG Forge, on a parlé que vous étiez pionnier, sincèrement, d'un côté l'agrément, de l'autre côté de l'émission d'un stablecoin euro, ça nous manquait, c'est-à-dire que l'écosystème européen manquait de ce canal, de cet outil, et heureusement nous avions Forge pour les mettre sur le marché. Ce n'était pas le premier, mais c'est le premier à être agréé. Comment tu vois, est-ce que les stablecoins
votre stablecoin peut être utile pour les développements des crypto-paiements, ou c'est qu'un outil pour les spéculateurs qui souhaitent acheter, vendre et se mettre de côté un peu en euros lorsque les marchés lorsque l'eau est chaude ou l'eau est trop froide. Voilà. Est-ce que ça va aider les crypto-paiements aussi? Alors, effectivement, je pense que ça va aider les crypto-paiements. Après, on en est au début quand même de l'utilisation de la crypto dans les paiements. C'est quand même ce à quoi convergent toutes les prises de parole qui ont précédé. Donc, on est en train de construire une nouvelle voie. Alors, les stablecoins peuvent être utilisés dans les paiements, à mon avis, à trois niveaux. Il y a les paiements individuels, donc les paiements plus commerçants, les paiements de proximité. Donc, on voit que ça commence, puisque le printemps l'autorise, il y a quelques commerçants en France. C'est une utilisation qui est beaucoup plus développée, je pense, en Asie, ou au Moyen-Orient, où les paiements peuvent être faits plus facilement en stablecoin. Il y a une deuxième voie qui est l'utilisation des stablecoins dans les paiements internationaux. Donc là, c'est vrai qu'on peut voir potentiellement beaucoup de gains de productivité, puisque finalement, ça permet quand même de transférer de la valeur de manière instantanée en des wallets. Donc ça, il y a quand même tout un champ à explorer là-dessus. Là, le blocage qu'on a à ce stade, c'est que les actifs sont disponibles, puisque les stablecoins sont disponibles. Ce qui reste à développer, c'est les solutions de paiement pour intégrer les commerçants ou les entreprises de chaque côté de la chaîne et dans les différents pays. Donc ça, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont à l'œuvre. Déjà, donc des startups, des nouvelles entreprises qui se créent, qui créent des nouvelles solutions. Mais il y a aussi la voie de la coopération avec des acteurs existants, donc avec Visa, avec Mastercard, avec Swift également, pour tout ce qui est transfert de messagerie internationaux. Il y a tout un enjeu quand même autour de l'interopérabilité entre les systèmes existants legacy et les systèmes sur la blockchain. Et c'est vrai qu'on aura réussi quand finalement ce sera indolore, que le consommateur ou l'utilisateur ne verra même pas que son paiement utilise la blockchain, c'est juste qu'il sera instantané, facile, mais ça se verra pas nécessairement. Donc ça, je dois dire que l'actif est disponible, mais toute la tuyauterie autour est encore en train d'être construite. Et le troisième type de paiement, alors c'est plus du règlement, donc c'est du paiement de gros, c'est le paiement pour les titres financiers. Donc ça, c'est vrai que moi, je pense que les stablecoins ont aussi un avenir là-dedans, puisque à ce stade, c'est finalement le seul moyen d'avoir de la monnaie tokenisée aujourd'hui. Peut-être que demain, on aura des dépôts tokenisés qui sont garantis par les établissements de crédit. Certainement, demain, on aura de la monnaie numérique de banque centrale, mais il faudra voir à qui elle est accessible. Elle ne sera peut-être pas accessible pour les paiements transnationaux. C'est pas sûr, mais on le souhaite. Donc voilà. Voilà, pour moi, il y a ces trois types. Les paiements de détail, les paiements transnationaux, les règlements de gros de type financier. Et l'intérêt des stablecoins, comme je vous disais au début, c'est que c'est la première solution qui est disponible qui permet de tester des choses. Aujourd'hui, si on veut tester des paiements transnationaux, en vrai, en live, avec des vraies entreprises, avec des vrais paiements, c'est le seul actif qu'on peut utiliser. Si on veut tester des paiements chez les commerçants, c'est le seul actif qu'on peut utiliser. Si on veut tester des règlements de gros d'instruments financiers dans des infrastructures nouvelles comme le régime pilote, c'est le seul actif qu'on peut utiliser pour le faire. Donc, souvent, les gens disent oui, mais est-ce que ça sert de le développer? Parce qu'après, on aura les monnaies numériques de banque centrale, tout ça, ça marchera bien et tout. Mais oui, mais en fait, si on veut tester des choses, voir si ça marche, construire des nouveaux tuyaux, il faut bien utiliser des choses qui sont disponibles aujourd'hui, parce qu'il y a une question quand même de rapidité. Et donc, si on a de l'avance, on la construit pas à pas et on utilise les actifs qui sont disponibles aujourd'hui. Peut-être que demain, ce sera d'autres actifs de règlement qui seront utiles parce qu'ils sont de meilleure qualité. Mais en tout cas, si on veut commencer à construire les briques de ces tuyaux, il faut bien commencer par quelque chose. Et c'est pour ça que Société Générale Forge apporte la petite pierre à l'édifice en lançant ce premier actif de règlement émis par une banque de premier plan. Stéphanie, vous l'avez très très bien dit, l'arrivée des euros numériques de banque centrale, de gros, le calendrier prévisionnel d'un n'est pas certain, on parle de 2030-2034. Le marché ne peut pas attendre, et c'est pour ça que vous avez votre place.
Le marché ne peut pas attendre 2030-2034 pour avoir un actif de règlement sur blockchain ou compatible avec les cryptoactifs et crypto-monnaies. Donc c'est pour ça que les monnaies numériques de banque commerciales ont leur place. JP Morgan a fait une démonstration commerciale et économique. Société Générale Forge, elle le fait en euros, donc déjà merci. Et j'ai aussi un complément de question à toi, Stéphanie. L'euro numérique, retail, on va normalement l'interdire aux non-résidents. La possession d'un stablecoin euro de Société Générale Forge, professionnel ou particulier, est-ce qu'il est interdit à des non-résidents ou non? C'est de point de vue réglementaire, comment vous avez fait pour... Il est librement transférable. Il y a une restriction par contre, c'est qu'à ce stade, il n'est pas accessible à des US personnes, à des résidents américains, pour des raisons réglementaires américaines. Mais autrement, il est librement transférable, effectivement, à qui et il peut d'ailleurs être détenu sur des wallets personnels. Alors là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'élargir finalement nos contreparties, nos distributeurs, ceux qui distribuent l'EuroCV, donc les plateformes de négociation, les brokers, les market makers, et on élargit aussi le nombre de blockchains disponibles. Important parce que chaque blockchain a ses cas d'usage, son écosystème, et donc si on veut avoir une adoption massive, y compris dans le domaine des paiements, on s'étend à d'autres blockchains. Donc on a lancé l'EuroCV sur Ethereum et on a annoncé le déploiement sur Solana pour avoir des cas d'usage dans le domaine des paiements. On est très content de voir des innovateurs en France comme vous. Merci beaucoup Stéphanie. Et c'est un game changer de permettre à des Africains, à des personnes asiatiques au Moyen-Orient de détenir de l'euro. Alors peut-être que dans leur pays, ça sera légal ou pas, mais au moins nous, on ne l'interdit pas en achat. Merci Stéphanie. Je passe la parole à Cathy. Donc Cathy Rosalie, merci encore de la première intervention. La deuxième question que j'ai, que nous avons aussi préparée un peu ensemble, mais c'est la suite logique. Les évolutions vues du côté des acteurs avec les implications réglementaires et partenariats entre acteurs, comment vous voyez cette évolution après ce cadre réglementaire, après cette première brique d'un stablecoin euro? Comment vous voyez cette évolution des acteurs et leur implication de point de vue partenariat entre eux et de point de vue impact réglementaire sur l'innovation? Merci. Effectivement, je trouve qu'on est à une période où il y a beaucoup de possibles. Donc c'est extrêmement intéressant. Et en même temps, même si on parle d'une nouvelle technologie, on a un certain recul sur la façon dont les choses peuvent se mettre en place. Et je trouve qu'on peut faire des parallèles avec ce qu'on a vu en termes de coopération d'acteurs sur les transferts de fonds internationaux, où vous avez des acteurs qui avaient une technologie opérateur télécom qui finalement sont venus se greffer aux systèmes bancaires et financiers internationaux pour compléter les briques technologiques qui étaient nécessaires pour mettre en place ces transferts internationaux. Là, évidemment, je parle sous l'angle retail. Et on voit effectivement de la même manière un positionnement des acteurs paiement innovants, fintech, et des fintech purement technologiques qui viennent développer des briques complémentaires pour sécuriser, pour fluidifier et pour interconnecter. Stéphanie le disait tout à l'heure, le vrai enjeu, il est là technologiquement. Tant que chacun joue uniquement dans son coin, dans son périmètre, on n'aura pas une adoption généralisée, que ce soit en acceptation ou en tant que porteur, en tant que titulaire de stablecoin. Donc, il y a vraiment un enjeu d'impliquer, il est vrai, Swift, par exemple, qui était évoqué, et les réseaux plus établis, mais également entre les acteurs de place qui opèrent sur ces secteurs-là. Et on a vu une vraie volonté, puisque, vous le disiez tout à l'heure, la majorité des acteurs innovants dans la sphère paiement, qui résultaient de PSD2, se sont tous positionnés, majorité, sur les cryptos également.
ils ont les uns et les autres commencé à créer, obtenir leurs autorisations spécifiques en Europe pour pouvoir compter sur ce nouvel échiquier qui nous est offert avec l'évolution blockchain. Et comme c'était indiqué tout à l'heure par Rémi également, les aspects sécurisation, auditabilité de cet usage élargi du stablecoin vont devenir encore plus prégnants. Plus on a de participants à un système, à une solution de paiement, plus on a de risques, plus on est la cible des attaquants et plus on doit sécuriser. Donc, les compétences doivent s'agréger les unes aux autres parce qu'on ne peut pas être un super expert dans tous les domaines. Hein, donc, c'est vraiment là l'enjeu d'agréger les compétences et d'en faire une force. De ces compétences technologiques, métiers qui sont en œuvre, on a également une exigence de type équivalente en matière de réglementation. Parce qu'on parle de MiCA, de PSD2, PSD3 demain, monnaie électronique, mais parlons GDPR, protection des données, parlons cybersécurité, parlons NIS2, parlons DORA, c'est le 17 janvier, parlons lutte anti-blanchiment. Donc là aussi, sur ces domaines-là, on a des expertises complémentaires qui doivent être intégrées par ces nouveaux acteurs du secteur. Et il est vrai que c'est compliqué. Mais encore une fois, ça a été fait sur la transmission de fonds internationale où finalement des banques ont réussi à parler à des opérateurs télécoms. Les banques aujourd'hui parlent aux fintech. C'était déjà le cas dans le paiement et on voit que c'est le cas aussi autour du stablecoin. Et Cathy, est-ce que vous voyez de votre côté, hein, à Bird & Bird par exemple, et votre accompagnement des acteurs, bon, on a dit c'est coûteux, c'est long peut-être aussi en termes de temps, et c'est difficile à obtenir. Donc typiquement les audits passifs, typiquement l'obtention de l'agrément, tout le monde n'est pas Société Générale, Forge, pour l'obtenir dès le départ. Comment vous voyez actuellement la lourdeur et la rapidité, si on peut dire ça, des autorités dans l'accompagnement des acteurs pour être agréés ou enregistrés? Alors, je pense que la première chose, c'est de se dire que ce n'est pas un métier pour tout le monde. Parce qu'effectivement, c'est complexe. Et donc, au-delà de la complexité de la réglementation, au-delà du temps d'instruction que l'on reproche parfois aux autorités et qui n'est pas toujours justifié, il y a quand même une nécessité de bien comprendre ce que l'on veut faire et comment on va le faire. Donc, une prise de conscience en amont, il y a quand même ce qui va fluidifier et simplifier la procédure, c'est d'avoir bien compris les enjeux, les risques et les attentes des autorités de régulation. Donc, pour moi, la phase primordiale, c'est tout ce qu'on fait avant de démarcher la procédure d'enregistrement, d'agrément avec les autorités de régulation. Et parfois, d'ailleurs, en tant qu'avocat, on va se rendre compte par rapport au projet qui nous est présenté que la structuration qui est mise en place est beaucoup trop complexe et qu'il y a des façons de simplifier. C'est aussi ça notre rôle. Et le rôle de la réglementation, c'est d'essayer de clarifier. Alors, je ne dis pas que c'est un domaine qui est simple, parce que nous en sommes tous convenus, mais toute chose compliquée est adressée plus facilement lorsqu'on prend le temps en amont de se poser et d'avoir autour de la table les bonnes personnes. Pas uniquement le juriste, le métier sur l'aspect informatique, sécurité, connaissance des réseaux, c'est aussi primordial pour bien déterminer ce qui va être fait en étapes et pouvoir ensuite le déployer. Je profite d'ailleurs de cette audience. Par exemple, Bird & Bird, nous participons à la sandbox réglementaire en matière de blockchain, à laquelle on a beaucoup de régulateurs, notamment français,
et européens qui ont participé. On a l'ANSSI, on a la CNIL, on a la CPR, il y a l'AMF, il y a l'ARCEP. Donc il y a beaucoup d'autorités de régulation avec lesquelles il est en réalité possible aussi d'échanger parce qu'elles n'ont pas non plus toutes les réponses. Tout le monde apprend aussi en même temps. Donc il y a une partie qui est fixée dans les textes et puis après il y a l'interprétation, ce qu'on en fait, comment on le met en musique, j'ai envie de dire. Et donc je sais qu'on reproche souvent les difficultés avec les autorités de régulation. Et pour ma part, j'ai plutôt tendance à dire qu'il y a une vraie évolution et une volonté aussi pour ces acteurs-là de bien comprendre les enjeux pour être en mesure de superviser, parce qu'au final, tout le monde a à gagner d'un secteur qui soit assaini. Maintenant, la crainte, je l'entends aussi, c'est la surréglementation, les surexigences et les freins économiques que cela peut causer. On a entendu dernièrement les autorités de régulation dire qu'on essaierait de simplifier les réglementations au niveau européen et le fait de passer par un règlement pour BICA, c'est déjà une étape. Et donc j'espère qu'effectivement on pourra simplifier. Merci Cathy. Je vais repasser la parole tout de suite à Hubert parce qu'il doit nous quitter dans peut-être 5 minutes à peu près. Après, je reviens chez toi, Nadia. Donc Hubert, merci déjà beaucoup pour la keynote au début et de rester jusqu'à la table ronde. Mais bon, les 2 dernières questions que j'avais à te poser, c'était les stablecoins peuvent-ils être considérés comme de la monnaie privée, tout simplement? Y a-t-il aussi une place pour les stablecoins en euros et plus largement et d'autres monnaies que le dollar américain? Est-ce que c'est pas le stablecoin, ça doit être que du dollar, quoi? Pardon Stéphanie. À toi, Hubert. Oui, sur le premier point, sur la monnaie privée, je crois y avoir un peu répondu du coup tout à l'heure. La monnaie privée pour certains et en particulier pour les banquiers centraux, c'est un oxymore, c'est une hérésie. Donc à manier avec précaution. Mais on a vu que juridiquement, les choses étaient plus subtiles, notamment à propos de la notion de paiement. Ceci étant dit, tu as fait allusion tout à l'heure sur la place pour des stablecoins en euros. La décision de Tether, finalement, d'abandonner son stablecoin en euros, qui est une décision de cette semaine. Donc c'est intéressant puisque les motivations de Tether sont liées, selon eux, à la lourdeur de la réglementation BICA et au fait que cette réglementation ne permettrait pas de poursuivre l'innovation, etc. Donc on trouve ce que je trouve intéressant ici dans l'argumentation de Tether, c'est le contraire de ce qu'on a l'habitude d'entendre quelque part aussi. Et donc est-ce qu'il y a de la place pour des stablecoins, des EMT en euros? En tout cas, il y en a déjà d'émis. Y a-t-il de la place pour des stablecoins euros en matière d'un marché de gros? Ça, Stéphanie a évoqué le sujet. Et oui, il y a de la place, pas uniquement pour faire plaisir à Stéphanie, tout simplement parce que nos actifs... Les deux. Oui, nos actifs qui sont numérisés, donc nos actions, nos obligations, sont en euros. Donc on ne va pas payer des actions ou obligations pour faire un delivery versus payment en dollars. Enfin, ça n'a simplement pas de sens. Donc bien sûr qu'il faut pour les marchés financiers des stablecoins en euros. Faut-il pour le marché du détail des stablecoins en euros? Alors là, je serais plus circonspect parce que c'est un peu la question, malgré tout ce qu'on a vu sur les usages, qui reste encore... je dirais pas anecdotique, mais qui reste encore assez minoritaire, c'est poser la question de la même manière pour l'euro digital, que les mauvaises langues, dont je ne suis pas, appellent les pièges jaunes digitales. Donc, autrement dit, derrière ce mauvais jeu de mots, y a-t-il une place pour des paiements, alors pas des micro-paiements, mais en tous les cas des paiements de faible montant, dans une monnaie numérique, que ce soit de la monnaie légale ou de la monnaie privée comme les stablecoins? En fait, j'ai pas d'idée sur la question. Enfin, si j'ai des idées, mais peu importe. Mais c'est vraiment là le fond du sujet. Et donc, pour répondre à la question, y a-t-il de la place pour des stablecoins en euros? Je dirais interrogation sur le retail. Et cette interrogation est liée à l'acceptation pas au sens technique du mot, mais au fait que la population va accepter plus largement la numérisation de la monnaie, quelle que soit la forme de la monnaie, légale ou non légale. Je pense qu'on va quand même vers ce sens-là, vers là. Est-ce qu'il y aura donc une concurrence entre l'euro numérique et les stablecoins? Ça semble pas
comment dire, semble pas être pensé comme ça au niveau de l'euro numérique. Alors, Stéphanie a aussi un peu répondu pour la partie marché de gros, pour la marché détail. On peut tout à fait demain voir une compétition entre les deux, notamment en termes de coût et en termes de simplicité. Donc, si le coût de l'euro numérique, pour tout un tas de raisons, est plus cher que passer par un stablecoin euro, et que la facilité d'usage par rapport au montant minimum, par rapport à avoir enfin, tout ce que nous est présenté dans l'euro numérique, il n'est pas impossible que les stablecoins euro finalement trouvent leur place à côté, voire supérieure à l'euro numérique. Donc là, je suis un peu Madame Irma, je n'ai pas d'idée, c'est juste pour évoquer le fait que je pense plutôt à une concurrence pour l'euro numérique de détail, pas de concurrence sur l'euro, sur les stablecoins de gros, et pour le reste, monnaie privée, je pense y avoir répondu, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais ravi de ces échanges tous ensemble. Merci infiniment Hubert. Donc, si tu peux rester, merci pour les questions. Sinon, je comprends que tu dois partir. Rémi, tu souhaites commenter ou répondre à une question? Oui, tout à fait. C'était un point que je voulais aussi évoquer, c'est quel est le rôle de l'euro digital. Pourquoi la Banque centrale européenne a décidé de prendre position sur le sujet et de créer finalement une troisième forme monétaire à côté de la monnaie scripturale et la monnaie fiduciaire en créant cette version tokenisée de l'euro. Alors, c'est déjà du pragmatisme avec l'affaire Libra qui a révélé qu'à tout moment, on pouvait perdre une partie de notre souveraineté monétaire du fait de l'existence d'une technologie qui est open source, mais aussi une réalité. Nous ne maîtrisons pas nos infrastructures de paiement. Elles ne sont pas européennes, elles sont à minima nationales, mais aujourd'hui, globalement, on utilise des infrastructures qui sont étrangères. Donc là aussi, on a déjà une dépendance vis-à-vis d'elles. Mais il y a aussi un point qui est finalement assez intéressant, c'est au niveau de la politique monétaire. Est-ce que la Banque centrale européenne va disposer de nouveaux outils en matière de politique monétaire pour mieux lutter contre l'inflation et pour favoriser une meilleure circulation de la masse monétaire? Eh bien oui, elle met à disposition des nouveaux outils qui lui permettent de pouvoir créer, détruire à distance des unités monétaires sans nécessité de demander aux établissements bancaires finalement de pouvoir lui rendre une masse monétaire plus importante que celle qui a été empruntée à travers une augmentation des taux directeurs. Il y a une nécessité aussi pour elle de proposer cet euro digital pour une seule et bonne raison, c'est que si nous voulons une infrastructure de marché qui fonctionne et qui repose sur la technologie blockchain, nous devons avoir une unité monétaire qui permet ce dénouement. Or, elle ne peut exister que sous la forme d'un jeton, d'un token. Donc, si on veut finalement avoir des marchés financiers, dont le marché action, marché obligataire et surtout les instruments financiers et contrats financiers qui reposeraient sur la blockchain, on est obligé d'avoir de l'euro digital. Donc, c'est juste là aussi une nécessité pour accompagner la transformation des infrastructures de marché en utilisant ce type de choses. Et on a d'ailleurs deux exemples intéressants à l'étranger, qui est l'ASX, l'Australian Stock Exchange, qui a été un fail énorme, qui n'a pas fonctionné. Donc, il faut tirer les leçons de pourquoi ça n'a pas fonctionné. Tout comme on a juste de l'autre côté des Alpes, côté suisse, un marché obligataire aujourd'hui de dette privée qui est entièrement tokenisé et dont on pourrait effectivement tirer certaines leçons sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et peut-être avoir une opportunité finalement de réaliser finalement un coup de maître dans l'attractivité des marchés financiers européens, puisque si vous permettez qu'il y ait un dénouement en settlement qui se fait non plus en J+2 ou en J+1, mais qui se fait en M ou en H, c'est-à-dire dans l'heure qui suit, si ce n'est la minute, et bien là, effectivement, vous donnez une plus grande réactivité à nos marchés financiers et finalement, peut-être un coût aussi d'acquisition et de vente des instruments financiers qui vont être inférieurs à ce qu'on pourrait trouver sur d'autres marchés. Donc, il y a aussi cette nécessité-là, je pense, d'être pragmatique sur les raisons qui ont poussé la Banque centrale à pouvoir le faire. Il y a peut-être aussi un peu de géopolitique aussi à mettre un peu dans notre discussion, c'est est-ce que finalement la technologie blockchain dans le domaine financier et monétaire devient une arme des géopolitiques de premier plan? La réponse est affirmative et je pense que vous l'avez vu, que ce soit plus récemment avec les élections américaines, mais que c'est le fait que toutes les banques centrales quasiment ont déjà pris position ou sont en fin d'expérimentation sur l'opportunité ou non de créer une CBDC. Alors on le sait aux États-Unis, effectivement il y a une décision, on ne veut pas de CBDC, mais par contre en revanche, on pousse pour son premier cas d'usage historique, c'est-à-dire Bitcoin. Au sein de l'Union européenne, on a une autre approche. C'est on veut de la technologie blockchain, mais on ne veut pas forcément faire de Bitcoin un actif stratégique. Et donc là, on le voit avec les BRICS, qui envisagent aussi de pouvoir essayer de gratter l'hégémonie un peu du dollar, une opportunité pour elles de finalement s'affranchir du système financier actuel
notamment du système SWIFT, où il suffirait tout simplement d'un seul coup de fil de la part de Trump pour débrancher n'importe quel pays ou n'importe quelle banque mondiale. Donc les stablecoins et également les monnaies de banque centrale vont jouer un rôle dans finalement l'évolution de la géopolitique entre les différents pays. Et je pense que de ce point de vue stratégique, nous ne devons pas sous-estimer la capacité de nos entreprises, qu'elles soient issues du monde financier ou non, à jouer un rôle dans l'évolution du globe et de la façon dont les choses vont évoluer en matière de géopolitique, notamment dans un contexte extrêmement, extrêmement tendu. Merci Rémi d'avoir ramené le débat sur le point géopolitique qui est effectivement essentiel parce que c'est lui qui donne l'ordre dans lequel même les banques centrales doivent parfois naviguer. Je rappelle que les banques centrales n'ont parlé de monnaie numérique de banque centrale qu'à cause et après Libra et le G7 et le G20, dont un qui a eu lieu à Biarritz en France. Nadia, on va revenir sur des choses très opérationnelles pour les commerçants. Je vais te poser tout de suite 2 questions. Alors, par manque de temps, on aura encore un dernier round, mais tu as le temps pour tes 2 questions sans problème. La première, c'est quels sont les obstacles aujourd'hui pour les commerçants. La deuxième, c'est quels avantages les stablecoins peuvent amener pour les commerçants et les consommateurs dans les paiements en crypto. Comment toi, tu le vois, non seulement de point de vue actuel de l'adoption de Payinov, de la solution, mais du potentiel du marché pour demain. Merci beaucoup. Ouais, je voulais juste revenir un petit peu sur… on a toujours vécu le troc, en fait. Le troc existe depuis des années. Donc, en fait, tout simplement, on l'appelle, comme l'a dit tout à l'heure Hubert, on l'appelle mode de paiement, on l'appelle libération de paiement. Enfin, le commerçant est libre de se faire payer en carotte, comme il a dit, ce qu'on veut. Donc, en fait, pourquoi se poser des questions? Dès lors que le commerçant doit justement payer sa TVA comme à l'habitude, payer ses fournisseurs, etc., on le laisse en paix, en fait. Donc, il accepte la crypto ou pas, c'est lui qui décide de son avenir. Et laissons-les vivre, ces commerçants, en tout cas. Voilà. Je voulais aussi redire un petit peu à Stéphanie, notre solution est en marque blanche. Vous êtes un acquéreur de première aujourd'hui sur le marché en tant que vous avez beaucoup de commerçants. Donc, il serait vraiment superbe qu'on puisse faire des tests avec vous parce qu'aujourd'hui, notre solution tourne dans les magasins. On a d'ailleurs intégré du temps du LUG. On l'a déjà intégré dans notre solution parmi les coins acceptés. Et aujourd'hui, on l'a intégré déjà à votre euro CV. Donc, on l'a déjà intégré. En fait, nous, il suffit de nous demander et on intègre, que ce soit dans tout ce qui est EVM compatible ou même des nouvelles, puisqu'on a du Solana, on a du Bitcoin, on a tout ce qu'on veut. Donc, il suffit juste de nous le demander et notre solution est prête à l'emploi et on sera vraiment ravis de vous accompagner pour tout ça. Voilà. Alors, tu me parles effectivement oui, les obstacles. Les obstacles, c'est réglementaire aujourd'hui. Alors, pardon, Nadia, parfois les obstacles pour les commerçants et pour les payeurs. Moi, si je veux payer un café ou ma bière et aller déclarer une plus-value sur mon portefeuille, c'est compliqué pour moi. Oui, non, mais c'est sûr. Déjà, il y a une espèce je te dis, d'absence de cadre juridique clair dans de nombreux pays. Je ne parle pas que de la France, mais dans d'autres pays aussi. L'Europe, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Donc, de nombreux pays créent une incertitude pour les entreprises et pour les utilisateurs aussi. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand je paye avec 1 euro, je paye ma baguette, c'est terminé, j'ai payé. Demain, si j'ai payé avec alors, le stablecoin, c'est encore un peu moins compliqué parce que c'est quand même l'euro à l'euro près. Donc, c'est une monnaie qui n'est pas aussi volatile que le reste de la crypto. Mais en tout cas, je me dois vis-à-vis de l'État, en tout cas alors, il y a des histoires jusqu'à 300 euros, il n'y a pas de plus-value. Après, si je paye au-dessus, etc. Enfin, voilà. Et il existe d'ailleurs aujourd'hui des solutions où on va vous calculer vos plus-values à longueur de journée pour voir exactement où vous en êtes. Donc ça, à Walsio, tu l'as montré tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Franchement, aujourd'hui, on est en train d'essayer de nous
de nous conformer, bien sûr, à ce qui est légal, mais aussi de nous organiser, parce que c'est comme la carte bancaire quand elle est arrivée au départ, hein, on n'était pas tous prêts. Hein. Moi, je me souviens chez Ingenico, on a dit qu'on était les tueurs de cartes à puce parce qu'on avait on a eu le courage de mettre notre premier terminal avec un lecteur carte à puce, et effectivement, il y avait des allers-retours, mais in fine, aujourd'hui, on est quand même arrivé à maturité. Après, d'un point de vue technologique, les problèmes d'intégration avec les systèmes de paiement existants et la scalabilité des blockchains qui peuvent freiner un petit peu l'adoption. D'un point de vue culturel, oui, forcément, on a dit la méfiance envers les cryptos en général et un manque de compréhension des avantages des stablecoins. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse de la formation et de l'information et de la vulgarisation et tout ce qui peut aider Madame Michu à comprendre de quoi on parle. Parce qu'effectivement, là, on parle entre nous parce qu'on est des gens un peu… Mais l'essentiel, c'est quand même, il faut que ça arrive. On est quand même 67 millions en France et encore plus en Europe. Et il n'y a aujourd'hui que 12% qui en ont, mais quand même, c'est beaucoup plus que ceux qui ont des actions. Donc, c'est pour te dire. 12%, ça date de décembre 2020. Oui, en plus. Ouais. Donc, ça se trouve, on est à 15%. On attend de janvier, février, c'est ça. Ils refont leurs études et on verra. Ça va certainement augmenter. Tu te souviens, je t'avais dit, moi, 580 millions. Il y a quoi juste avant même en septembre ou quelque chose comme ça. Regarde, tu viens de sortir 900 millions. 150 000 aujourd'hui. Voilà, donc c'est que ça avance, le monde avance. Il faut qu'on soit juste, qu'on soit à l'écoute de nos, d'abord des utilisateurs, parce que les gens qui ont cette crypto, et heureusement qu'il y en a pas mal, ils veulent la dépenser chez nos commerçants. Puis aujourd'hui, nos commerçants, ils souffrent les martyrs parce que, regardez, le prêt-à-porter est en train de fermer. Enfin bref, on est en train de vivre quand même une période quand même assez difficile. Et de porter, parce que l'essentiel, c'est qu'il y ait des gens qui rentrent dans un magasin ou qui se connectent sur un site et qui payent. On s'en fiche comment ils payent, et surtout, s'ils ont en plus de la crypto, tant mieux. Et au niveau transfrontalier aujourd'hui, c'est pareil, c'est rapide, enfin bref, tout ça. Donc l'essentiel, c'est que nos commerçants arrivent à sortir de ce marasme aujourd'hui. Voilà. Merci Nadia. Alors, il nous reste 5 minutes. Donc moi, je retiens, merci d'avoir apporté le point que les commerçants ont d'autres difficultés qui peuvent les pousser à adopter les cryptos. Pas seulement le point de vue d'un bancaire ou d'un juriste ou d'un avocat. Il y a des réalités sur le terrain. C'est le dernier round de questions. Je vous demande, s'il vous plaît, de répondre assez rapidement, en 1 minute à peu près, chacun. Donc, Stéphanie, la dernière question. La réglementation MiCA peut-elle faciliter le développement des paiements cryptoactifs? Selon toi, un dernier point de vue là-dessus, où il nous manque encore des mises à jour de MiCA 2, MiCA 3, selon toi? Alors, je pense que déjà MiCA, il faut déjà l'absorber. Donc déjà, c'est même pas totalement entré en application. Hein, donc voilà. Non, ce qui est important, c'est que le secteur s'approprie MiCA, le mette en œuvre et tout. Moi, je pense que c'est très important, notamment si on veut une généralisation de l'adoption. Parce que voilà, si on veut s'interconnecter au système legacy, si on veut faire en sorte qu'il y ait de l'interopérabilité, si on veut faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'intermédiaires qui se connectent à ça, hein, donc des établissements de crédit, des établissements de paiement, c'est absolument nécessaire dans ce monde d'avoir une régulation. Hein. C'est la manière dont fonctionne ce monde actuellement et c'est pas possible de travailler différemment. Donc moi, je pense que c'est très positif. Maintenant, on en est à une phase où ça commence à peine à être mis en œuvre. Donc voilà, il faut se l'approprier, il faut mettre en place les bons outils, il faut que les contreparties aient conscience des protections qu'apporte ce cadre juridique. Et puis, et voilà, il faut tous travailler en vue de l'adoption de ces actifs. C'est un mal nécessaire. C'est pas la Elon Musk, on dérégule et on voit après. Merci Stéphanie. C'est pas qu'un mal quand même. il y a des retails derrière. D'accord. Cathy, un dernier mot, peut-être aussi un mot sur le GT juridique de France Payment Forum. Un dernier mot à toi aussi.
Oui, tout à fait. Donc, justement, hein, comme tu le disais, Stéphanie, beaucoup de réglementations à intégrer. Donc, on a créé il y a quelques mois au sein du France Payment Forum un groupe de travail juridique que j'ai le plaisir de co-animer avec Arnaud Pince. Et on essaye de faire justement un panorama de toutes ces réglementations hein, qu'on évoquait. Alors, MiCA, c'est l'un des textes. Mais je disais tout à l'heure, IDAS, DORA, l'IA Act, enfin voilà, toutes les réglementations, les projets PSD3, PSR, FIDA, beaucoup de choses à échanger. Donc, plus on est nombreux, mieux c'est. Donc, c'est pas que les avocats, c'est les juristes, c'est la compliance. Voilà, on essaye de réfléchir ensemble sur l'interprétation des textes aussi. Et donc, au sein du groupe de travail, on est en train de préparer des fiches de synthèse de ces différentes réglementations pour comprendre un peu les différentes qualifications et ce qui s'applique à quoi. Et l'interconnexion entre les différents textes. Donc, j'invite tout le monde à venir échanger avec nous également sur les crypto-monnaies sous un angle juridique au sein du groupe de travail. Merci beaucoup, Cathy. Et effectivement, le GT juridique, c'est un nouveau GT au sein de France Payment Forum. Mais comme tu l'as dit, on a tellement de réglementations qu'il faut vraiment créer un groupe de travail dédié à ça. Rémi, peut-être, tu voulais aussi parler du rôle de la CPR, des autorités de supervision. C'est un peu eux qui donnent le là de l'adoption. Et peut-être un dernier mot sur l'euro digital. Voilà, comment tu vois tout ça dans l'évolution de ce que moi j'appelle les crypto-paiements? Alors, je pense qu'effectivement, les autorités de supervision ont un rôle majeur et on a une responsabilité dans l'adoption ou non des cryptos comme moyen de paiement, mais de façon plus globale de l'utilisation de la technologie blockchain dans le domaine financier. Est-ce qu'on peut prendre un peu de recul sur la qualité de supervision qu'on a eue au cours des 5 dernières années à travers un premier cadre juridique qui était totalement imparfait et bancal avec la loi Pacte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Premier volet de la loi Pacte, possibilité de se financer via l'émission de jetons. Combien d'opérations ont été agréées par l'AMF au cours de 5 dernières années? 4 opérations. Ouais. Là où vous aviez sur le territoire français presque 1000 opérations de cette nature de levée de fonds qui existaient avant l'arrivée de cette nécessité d'obtenir un agrément. Pourquoi que 4? Alors, première chose, la durée de traitement des dossiers. L'instruction 2019-06 était très claire, c'est-à-dire la doctrine externalisée de l'AMF précisait effectivement que vous aviez 20 jours ouvrés pour pouvoir obtenir cet agrément. Elle n'a jamais respecté dans les faits sa propre instruction puisqu'elle a fait courir ce qu'on appelle des délais de pré-instruction. Elle vous disait merci, on a bien reçu votre dossier, on va l'analyser, mais on ne vous envoie pas tout de suite l'accusé de réception de la base GECO qui nous est opposable et qui fait courir le délai. Pareil côté effectivement ACPR, on a effectivement freiné des cas de fer autant que possible ces sujets-là. Et dans la mesure du possible, l'AMF et la CPR font remonter cette responsabilité auprès de l'ESMA, l'AEMF et le BA, en considérant que ce n'était pas un sujet national, ni même d'ordre prioritaire. S'agissant effectivement des PSAN, on a eu effectivement beaucoup de PSAN qui se sont déclarés, mais encore une fois, ça reste de la déclaration, sans aucune garantie sur la restitution des fonds propres et un certain nombre de garanties qui nous semblaient, en tout cas nous, essentielles au sein de la FFPB. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? Que malgré le fait que vous ayez eu beaucoup de PSAN enregistrés, la réalité, c'est que vous n'en aurez quasiment aucun d'entre eux qui arrivera à réaliser ce basculement dans l'agrément, sauf, bien sûr, les établissements de crédit et les établissements de paiement et les entreprises qui ont les ressources capitalistiques, humaines et logistiques nécessaires pour pouvoir répondre à ces exigences liées à MiCA. Et enfin, s'agissant du monde des paiements, lorsqu'on regarde tout simplement la position, quand vous êtes un établissement de crédit ou un établissement de paiement, vous avez ce qu'on appelle la possibilité de faire de l'opt-in ou de l'opt-out. C'est-à-dire vous élargissez les agréments que vous avez en tout simplement notifiant l'autorité de supervision en lui disant écoutez, j'ai l'intention de proposer ces nouveaux services, ces nouvelles activités. Et donc, c'est cette notification qui lui permet aujourd'hui, au titre de l'agrément MiCA, notamment pour être un EMT ou un ART, vous avez globalement entre 40 et 90 jours uniquement pour pouvoir l'avoir. Là où effectivement les entreprises qui n'ont ni le statut d'établissement de crédit ni le statut d'établissement de paiement doivent solliciter un nouvel agrément. Et il est très probable qu'effectivement la CPR n'en fasse pas sa priorité et qu'on n'ait pas finalement des nouveaux acteurs. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir une consolidation du secteur, fusion-acquisition entre les acteurs actuels qui pouvaient exercer sans l'arrivée de MiCA, disparition, liquidation pour ceux qui n'arriveront pas à franchir ce palier, et bien sûr les établissements bancaires, donc de crédit et prestataires de paiement qui en principe eux n'auront pas trop de soucis à se faire. Donc on a une professionnalisation
de l'industrie, mais on a également une financiarisation des acteurs qui proposent ce type de services sur actifs numériques. Donc ça, la CPR et l'AMF devront finalement avoir cette responsabilité quant au nombre d'entreprises qui sont présentes dans ces secteurs. Et il y a peut-être un point qui est d'une précision extrêmement importante, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur un règlement harmonisé au sein de l'Union européenne. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, en tant qu'entreprise, je déciderai, moi, de m'établir en France et décider de proposer cette activité depuis le sol français et non pas depuis n'importe quel, finalement, pays de l'Union européenne où vous avez certaines autorités qui n'ont pas justement, si vous voulez, cette position très conservatrice qui peut finalement donner un passeportage au sein de l'Union européenne. Donc moi, j'espère qu'effectivement en France, on aura ce pragmatisme de dire que oui, effectivement, les autorités de supervision doivent accepter cette réalité, doivent favoriser l'arrivée de nouveaux acteurs sur ces marchés et les accompagner, puisque effectivement, aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est extrêmement important. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est stratégique pour l'évolution de notre économie et de notre système financier. Merci beaucoup, beaucoup Rémi. Merci à vous tous. Nadia, peut-être un dernier mot, mais très, 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 très rapide, s'il te plaît, parce que je souhaite qu'on termine sur une note sur du pragmatisme. À toi, Nadia, sur le marché. Non, mais écoute, dès que l'euro numérique sera disponible, on l'intégrera aussi chez nous, puisque nous, on n'est pas racistes. On prend tous les coins du marché, que ça soit du numérique, pas numérique, du Forge, de la BNP demain peut-être, etc. Donc voilà, on sera vraiment ravis de participer à cette nouvelle brique du paiement en crypto et franchement, je pense que l'avenir nous dira qu'on ne s'est pas trompé en fait. Merci Nadia, je souhaite beaucoup de succès à Payinov. Je termine sur une dernière note. L'Europe, elle a tout ce qu'il faut pour réussir, elle a même les réglementations pour ça. Il faut continuer dans l'adoption pour rattraper un grand retard par rapport à d'autres régions du monde, asiatiques ou américaines ou même africaines. Et Yves, je pense que tu souhaites inviter tous les participants à peut-être réfléchir à rejoindre France Payment Forum. En dernier mot ? Oui, entre autres, mais je voulais aussi dire qu'il y avait un des participants qui s'inquiétait quand même de l'ultra-domination du dollar dans les stablecoins et qu'il faudrait peut-être un rééquilibrage. Mais ça, c'est après chaque monnaie qui doit devenir de plus en plus forte. De faire le nécessaire, c'est tout. Ça a commencé par Forge et ça va continuer certainement, je l'espère. Exactement. En tout cas, merci à tous les participants et merci également et un grand merci à tous les orateurs parce que c'était une table ronde vraiment de très haut niveau, comme j'ai vu dans les commentaires. Et effectivement, venez nous rejoindre au niveau de France Payment Forum. Vous avez toutes les informations, comme l'avait dit Hervé en début de séance. Vous avez toutes les informations pour avoir les modalités pour venir nous rejoindre et aussi pour recevoir la newsletter. Merci à tous, merci à toutes. Et bonne continuation. À bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée. Belle journée à tous. Au revoir.